on va discuter de la culture du jeu en NBA, puisque ça fait débat. Un joueur en activité, Austin Rivers, s'est exprimé il y a quelques jours dans The Ringer. Je vous lis la décla. Le paysage a changé maintenant. Les parents paient ces gens pour venir au match. Tout le monde a une mixtape. Tout le monde regarde la caméra et se tape sur la tête quand il dunk sur quelqu'un. Ce n'est qu'une succession de highlights. Et maintenant, les gamins ne regardent que ça. Ils regardent pas le vrai match de basket, la pureté du jeu. Et on va même continuer, parce qu'il s'est exprimé longtemps, Austin Rivers, sur la question. Faire la bonne passe, même si vous n'allez pas obtenir une passe décisive, plonger sur le terrain, parler en défense, prendre des bons tirs, rendre le jeu facile, être efficace avec le ballon, marquer sur 1 ou 2 dribbles plutôt que sur 15, tout ça a disparu. La culture du highlight a tué le basketball. Amen. Des propos qui ont été salués quand même par la communauté globale et les joueurs en activité, notamment Evan Fournier qui a retweeté, qui a repartagé l'information et qui a récolté un nombre de voix pour sa prise de position. Il avait retweeté une vidéo justement d'un third grader. Ouais. Alors Melo, third grader, je ne sais plus quel âge c'est. Le petit qui avait un bandeau. Exactement, mais on l'a la vidéo. On va vous la montrer. Je voudrais juste lancer le débat et donner la main à Melvin. La culture du jeu, tu la pratiques depuis plus de 10 ans maintenant du côté de San Francisco. Tu vois un petit peu les choses évoluer. Tu vois un Steph Curry shooter à 10 mètres qui influence beaucoup aussi d'autres joueurs NBA et des jeunes d'ailleurs qui développent aussi des capacités à jouer différemment. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution du jeu et est-ce qu'elle dénature le jeu ? Alors, je ne pense pas que ça dénature le jeu. Par contre, je pense que ça dénature la formation des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes vont voir Stephen Curry prendre des tirs à 10 mètres et les mettre. Et ils vont se dire, c'est mon joueur préféré, donc du coup, je peux faire la même chose. Mais ils ne voient peut-être pas tout le travail qu'a fait Steph Curry pour pouvoir prendre un tir comme ça. Et surtout quand on parle des États-Unis, il y a vraiment un focus sur le développement personnel. Donc, c'est beaucoup de travail en 1 contre 0, tu vas enchaîner des dribbles, tu vas enchaîner tu vas construire ton package comme ils disent ici. Et je trouve que ça, oui, ça dénature la culture basket. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeunes joueurs qui arrivent en NBA et qui sont extrêmement solides sur les fondamentaux. Et du coup, ça met les franchises et les coachs NBA dans un rôle pas seulement d'entraîneur ou de manager, mais dans un rôle de formateur qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Moi, quand je vois que, par exemple, même en défense, par exemple, ou dans quasiment tous les matchs, tu vois des ailiers qui viennent aider côté fort pour donner un tir ouvert dans le corner, alors que même moi, à l'époque, quand je jouais en benjamin ou en minime, c'était quelque chose qu'on nous répétait. Donc que ces erreurs comme ça arrivent en NBA, ça fait peur, mais je pense que c'est vraiment sur la formation que ça impacte le plus. Fred, l'évolution du basket international, on peut aller aussi sur cet angle-là. Est-ce que la culture du jeu, le tout pour l'attaque, marquer à tout prix, dénature aussi le jeu dans sa globalité ? Alors, je suis très partagé par rapport à ça, parce que d'un côté, oui, bien sûr, ça le dénature, et je ne reprendrai pas les mêmes exemples, je suis complètement d'accord, sauf qu'il ne faut pas tout mélanger pour moi. Déjà, Steph Curry, effectivement, quand il met des shoots à 3 points, ce n'est pas la culture du highlight, c'est juste qu'il a inventé une nouvelle façon de jouer au basket. Et c'est sa compétence. C'est ses compétences, et lui, il travaille pour ça, etc. Moi, peut-être que c'est effectivement dans le manque de communication, dans le manque d'explication, de dire, Steph Curry, ok, il est comme ça, sauf que le mec, il passe sa journée à la salle pour réussir ça. Je vais prendre Angelo à partie, on a des camps de basket, on sait ce que c'est que d'avoir des jeunes. Moi, le premier truc que je les vois faire, c'est shooter du milieu de terrain. Les mecs n'ont pas fait un lay-up encore, ils shootent du milieu de terrain. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça dénature le basket. Mais ce n'est pas de la faute forcément que des mecs qui font des highlights. Alors, je ne te parle pas chaque fois qu'il y a des dunks, que les mecs font des gestes. Au début, c'était super cool, sauf que maintenant, tout le monde le fait. Et ça devient hyper relou. Et de toute façon, le highlight, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de gens disent, en France, on regarde beaucoup de NBA. Non, il y a des puristes qui regardent beaucoup de NBA. Et la majorité des gens qui parlent de NBA regardent des highlights. Parce que qu'est-ce qui fait vendre ? C'est le highlight. Bien sûr. Et c'est sur ça qu'il s'appuie, donc c'est assez logique. Sur quoi Austin Rivers met le doigt, en fait, ça va au-delà. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Fred. C'est pas le fait que les highlights soient créés par les mecs talentueux qui sont des machines à highlights, mais ce sur quoi Austin Rivers met le doigt. Parce que je veux aussi mettre et rendre hommage, tu vois, à Georges Edier et consorts, NBA Action, le magazine NBA qu'on a regardé. NBA Action is fantastic. It's fantastic. Et c'était une boîte à highlights qui nous donnait envie. Bien sûr. Et qui nous inspirait à aller jouer.
ce sur quoi lui il met le doigt, c'est le fait que désormais, avec les nouvelles technologies et surtout avec cette nouvelle culture, on a sur Instagram des mecs qui s'inventent personal trainers, il y en a 30 000. Tu vas sur Instagram, tu as 30 000 mecs certifiés personal trainer avec zéro. C'est juste la vie, ça. Ouais. Tu regardes Instagram, c'est que du fake. Les mecs, les influenceurs qui sont en train de se filmer à Miami. Ali, il est en mission, Fred. Là. Ils sont en Seine-Saint-Denis avec un fond vert et en train de se filmer, en train de montrer des trucs. C'est ce qui se vend le plus. Moi, je voudrais qu'on vous remonte la déclaration d'Austin Rivers et je sais que tu vas aller dans mon sens. Ouais. La première, s'il vous plaît, Lucien. Le paysage a changé maintenant. Les parents paient ces gens pour venir au match. Ces gens. On peut essayer de s'arrêter sur ce début de déclaration. Overtime, tous ces Ce sont toutes ces sociétés de production ou alors ces vidéastes qui viennent uniquement prendre des images de highlights et qui vendent les contenus aux parents. Et les parents s'en servent pour exposer leurs enfants et les amener éventuellement plus haut dans les lycées, les facs, etc. Alors, pour expliquer, parce que c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup moins répandu, peut-être même pas du tout répandu, même si ça commence à se créer un petit peu en France, mais aux États-Unis, tout se fait au niveau justement de cette approche des vidéos, et Melvin pourra appuyer mon point encore plus, mais des vidéos pour que les coachs universitaires puissent avoir accès à une base de données visuelle qui puisse leur donner une opinion, parce que les États-Unis, c'est extrêmement grand comme territoire. Ça va faire du stock. Voilà, tu fais monter ton stock, tu donnes quelque chose. Avant, c'était simplement les statistiques. Et l'époque de Fred, beaucoup de coachs recrutaient sur des coups de téléphone et simplement des statistiques par match. Là, il y a des vidéos, mais le problème, c'est qu'on tombe dans un excès où... et de toute façon, les vrais coachs, eux, ne veulent pas regarder des highlights, ils veulent regarder des vrais matchs. Ils veulent regarder ton attitude sur le banc, ils veulent regarder ce que tu fais quand tu es en difficulté, ils veulent regarder comment tu défends. Tu peux faire dire n'importe quoi des highlights. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est qu'on se retrouve maintenant avec la génération Instagram, YouTube, où tu vas faire 30 000 highlights. Tu vas aussi avoir tous ces gamins, comme on l'a vu là, le third grader, qui va faire des gestes genre il flex sur un gamin qui fait même pas la moitié de sa taille parce qu'il est en surpoids et en surgabarit par rapport à son âge. Il va arrêter de grandir et tout va rentrer dans l'ordre. Moi, c'est mon joueur, il fait 50 000 pompes par jour. Hein. Mais le problème, c'est qu'on les autorise. Et Fred, il dit un truc extrêmement important. On les autorise à se comporter de la sorte. C'est absolument exécrable parce qu'on permet à des gamins qui n'ont absolument rien compris de la vie à l'heure actuelle de penser que c'est OK. Oui, les gamins c'est pour ça que je te parle d'éducation. L'éducation, elle vient de la NBA qui doit expliquer pourquoi, mais des coachs surtout. Chaque coach, tu ne peux pas tolérer qu'un gamin de cet âge-là, il fasse ça. C'est pas normal. On va prendre le point de vue d'un de nos insiders aux États-Unis, Emric Parker, qui élève aussi son fils dans des conditions basket, sociétales et puis l'éducation, bien sûr. Il a aussi un avis sur la question, Emric, et ensuite on débriefe ça ensemble. Alors aujourd'hui, moi je pense plutôt que le débat, il n'est pas sur la culture du highlight en soi, puisque le highlight a toujours existé en NBA. C'était une façon de promouvoir le basket, qui est un sport flashy, le beau contre, la belle passe, le gros dunk. Bref, la culture du highlight, elle existe depuis les années 90. La NBA invente les top 10, les cassettes NBA Action prennent le relais. Dans les années 2000, on a même la marque N1 qui va amener les highlights de la rue au grand public. Donc bref, cette culture du highlight, elle est nécessaire dans le basketball moderne. Maintenant, ce que je dénonce plutôt, ce serait une gratification instantanée amenée par les réseaux sociaux, où on est abreuvé d'images et on ne sait plus trop vraiment quel est le beau highlight du highlight finalement moyen. Et donc ça, c'est cette génération qui est jeune et qui n'a jamais connu autre chose que ça. Parfois, je pense qu'elle est un peu perdue et elle ne se rend pas compte que le basket, c'est autre chose. Le basket, ça part d'une belle défense, ça va à une belle attaque, c'est l'extra pass, la hockey pass, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'est ça qu'on oublie aujourd'hui et c'est cette culture de gratification instantanée qui nous demande d'avoir toujours le plus beau truc. Et regardez, même la NBA, avec leur top 5 journaliers, quand ils n'ont pas grand-chose à créer comme contenu, ils vont quand même essayer de chercher un highlight. Et donc c'est ça vraiment le problème actuel aujourd'hui. C'est pas le highlight en soi, c'est l'utilisation que l'on en fait. Le point de vue d'Emric, qui rejoint un peu aussi l'utilisation justement des outils, les réseaux sociaux, etc. Comment on fait, Fred, pour rétablir un peu l'équilibre dans cette force entre effectivement le nécessaire bon discours qu'il faut avoir pour influencer donc les jeunes joueurs et les former correctement et ces outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour montrer les talents et éventuellement les faire avancer? Mais déjà, on serait des vieux cons si on disait qu'il ne faut pas se servir de ça aussi. Parce que concrètement, ça fait avancer aussi le basket et il faut aussi se mettre dans la situation actuelle. La situation actuelle, tu ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux. Donc ça, il faut l'accepter, il faut dire que c'est comme ça et profiter parce qu'il y a quand même des highlights qui sont fantastiques à regarder et c'est plaisant. L'autre, je reviens à ce que je disais, c'est dans la formation qu'on doit faire des efforts.
c'est que les coachs doivent expliquer, doivent faire comprendre que, OK, Steph Curry, il met des shoots de là-bas. Mais toi, tu es juste un petit blaireau, va faire des lay-ups. Tu vois ce que je veux dire? Il faut bien leur expliquer. C'est dans la formation qu'on a une seule chance. Si on continue, par contre, à avoir des coachs formés au highlight, qui forment les joueurs au highlight, on va se retrouver avec des gamins de 6 ans qui font des... Tu vois? N'importe quoi. Le problème, c'est qu'on a du mal à réguler justement ces imposteurs. Il y a énormément d'imposteurs sur les réseaux sociaux qui vont vous vendre un contenu de... Supposer une recette de réussite, tu vois, une recette. Il faut vivre avec. Non, mais je parce sais qu'il y a bien. Non, mais ce que je veux dire, il y a des imposteurs dans la bouffe, dans le sport. Quelle réponse pédagogique il faut apporter justement à cette déferlante d'images sur les réseaux sociaux, en fait? Et comment on peut opérer? La réponse pédagogique, c'est de démultiplier les actions pour former la jeunesse et former les encadrants. C'est parce que, au-delà de la jeunesse qui a accès aux réseaux sociaux, il y a les encadrants qui les gèrent au quotidien dans leurs clubs respectifs. Et donc, quand les encadrants prennent conscience de l'importance, non seulement de les éduquer sur le terrain, mais de les éduquer en tant que jeune homme qui pratique un sport, parce qu'il y a un comportement à adapter quand on est un jeune sportif, et ce n'est pas simplement le fait d'être talentueux, c'est aussi de savoir honorer son talent avec un comportement qui soit adapté. Et ça, c'est quelque chose qui se perd.